Merci beaucoup. On va donner la... Ah oui, mais c'est fini. Il faudra voir les interlocuteurs. On va donner la parole à Jean-Charles Ringard, qui préside notre comité scientifique. J'en profite au passage pour dire combien le comité scientifique a été présent à nos côtés et a participé du programme de ces 2 journées de colloque. Et on les remercie sincèrement. Jean-Charles donc préside le comité scientifique. Je ne le redis pas, mais je le redis quand même, a présidé aux travaux du rapport Ringard qui a donné lieu en 2000 au plan langage qui nous a quand même beaucoup aidé, beaucoup porté. Et aujourd'hui, il va nous aider à faire une synthèse par rapport à nos attentes sur la recherche. Alors, je vais m'autoriser en saluant chacune et chacun d'entre vous, avant de démarrer cette synthèse, qui, comme toute synthèse, c'est un acte réducteur, donc je m'excuse par avance. Et pour éviter qu'elle soit complètement réduite, j'invite naturellement Laetitia à éviter de m'envoyer des panneaux. Il reste 5 minutes, 2 minutes et 1 minute. Hein. Bon. Je préfère tout de suite mettre l'ambiance et faciliter un petit peu la présentation de la synthèse. La présentation de la synthèse, c'est 3 mots. 3 mots. C'est d'abord communauté, ensuite c'est invitation, et je terminerai par démocratie. Alors, d'abord la communauté. Comme ça a été dit fort bien par la présidente de la FF10 ce matin, ce colloque donc a été conceptuellement pensé par les membres du comité scientifique, les collègues que je salue là, qui sont tous là, mais qui ont permis de rassembler 47 intervenants. Si je cumule à la fois ceux qui ont intervenu ce matin, ceux qui ont présenté les posters, ceux qui vont intervenir demain matin, nous avons 47 intervenants qui comprennent à la fois 28 enseignants-chercheurs, chercheurs et post-doctorants, et puis 19 praticiens et cliniciens et pédagogues. Vous, bien sûr, vous comprenez bien que sur ces intervenants, il y avait un message du conseil scientifique, du comité scientifique, qui a déjà été dit à plusieurs reprises. La recherche est par nature, presque d'un point de vue épistémologique, communautaire. Le fait que nous ayons souhaité rassembler aujourd'hui à la fois des chercheurs, à la fois des cliniciens, à la fois des pédagogues, à la fois des familles, c'est une certaine idée de la recherche que nous souhaitons véhiculer. Parmi cette idée de la recherche, lorsque vous avez vu tous les posters, vous avez sans doute constaté la diversité, de même que les intervenants. Je veux simplement en distinguer une. Les nommés sont... Je vais en distinguer une Benjamine. Ceci pour montrer que la recherche en France est à la fois riche, divers, mais elle est pleine de vitalité. Je voudrais saluer Artémis Calamari. Est-ce qu'elle peut se lever? Est-ce qu'elle peut se lever? Évidemment, c'est toujours facile de distinguer, c'est comme les Oscars, c'est comme les Césars, mais pourquoi j'ai souhaité la distinguer? Parce que c'est notre Benjamine. C'est notre Benjamine parce qu'elle est en Master 1. Et qu'à travers elle, d'une certaine manière, et c'est pour ça que je la distingue aujourd'hui, qu'à travers elle, c'est de montrer que la recherche est vivante, qu'elle s'entretient. Je te souhaite naturellement longue vie. Après ton master, je te rappelle qu'il y a le doctorat. Hein. Bon, t'oublies pas ça. Bon, donc ça veut dire qu'effectivement, à travers elle, c'est certain témoignage de la recherche que nous avons souhaité mettre en exergue tout au long de ces 2 jours. Donc bravo à nouveau et félicitations. Je voudrais aussi signaler, dans cet esprit communautaire, positif, 12 universités étaient ici présentes aujourd'hui et demain et dans les posters. 12 universités.
4 centres de référence. L'INSERM, le CNRS, un CESAD, un service de soins, une association, pour vous montrer encore une fois la pluralité de cette communauté. Cette communauté mérite, je pense, notre plus grand respect. Je m'adresse alors aux familles qui sont ici présentes. J'espère que vous avez pu constater la vitalité de la recherche en France. Certaines de vos questions, souvent les premières, ont encore, et c'est normal et c'est humain, témoigné parfois de votre dépit, parfois même un peu de votre découragement. Mais à travers ce qu'on a essayé de montrer aujourd'hui, je répète encore demain, il y a source d'espoir. La recherche est source d'espoir, à condition qu'on lui donne pleinement les moyens. Nous sommes d'accord. Ce que je veux dire ici, c'est que nous ne manquons pas d'hommes et de femmes. La preuve, parfois faut-il soutenir cet élan communautaire autour et pour la recherche. Premier message, c'était le mot communautaire. Deuxièmement, invitation. Alors, c'est toujours délicat parce que je vais faire un raccourci de ce que j'ai pu entendre, mais en gros, y a-t-il, malgré la diversité, malgré la richesse des travaux présentés, y compris, j'intègre, ce qui sera présenté demain matin, mais je les connais un peu, quelles seraient les pistes de recherche complémentaires, ou en tout cas les orientations possibles? J'en vois 3 à la lumière de ce qu'on a les uns et les autres entendu. Il y a le domaine institutionnel. J'en profite. Nous avons eu l'honneur ce matin d'avoir le délégué interministériel en dehors de la présence via visio de la ministre, et qui est toujours représenté par un de ses collaborateurs particuliers. Je voudrais aussi vous présenter, puisque c'est une nomination, c'est récent, le haut fonctionnaire à l'école inclusive qui est proche de la ministre de l'Éducation nationale, du SUP et de la recherche. Je vous présente M. Mounier. Pourquoi je vous le présente? Je fais une parenthèse rapide, mais je vais revenir à ce que j'ai prévu de dire. Je veux signaler ici que c'est une première dans l'histoire du système éducatif que je connais un petit peu. C'est une première à la fois parce qu'il y a un haut fonctionnaire qui est désigné à cela, à l'école inclusive, mais en même temps, il est désigné à la fois sur le SCO, l'enseignement scolaire, et le SUP, l'enseignement supérieur. Donc c'est à la fois un élément de liaison et d'articulation qui est essentiel. Donc je salue M. Mounier, je sais que tu prendras bonne note de tout ce qu'on va dire là pendant les jours et demi. Donc je reviens en dehors de cette présentation. Donc je disais, l'aspect institutionnel. Sur l'aspect institutionnel, je pense qu'il y a 2 choses qui traversent un petit peu les travaux et les contributions des uns et des autres. Mais la première, pardon Sébastien, mais je m'adresse déjà à toi, tu vois. Mais quand on entend ici, tu le disais Arnaud tout à l'heure, mais la plupart des intervenants ont évoqué la nécessité de l'articulation entre l'éducation nationale, le médico-social et d'une manière générale la santé. Il n'est pas pensable aujourd'hui, en 2025, 20 ans après la loi de 2005, qu'il y a encore des réticences à faire de la co-intervention dans les écoles. Quand je parle de réticence, je veux parler ici de réticence propre à l'éduc, que je connais bien pour l'avoir servi pendant 45 ans, mais propre aussi au secteur médico-social et de santé. C'est dans nos têtes que ça se passe, mes amis. Essayons de nous décentrer. Le problème, ce n'est pas l'identité professionnelle des uns et des autres, c'est quelle aide on apporte aux enfants. Ce n'est pas la même approche. Le deuxième élément institutionnel, ça rejoint ce qu'a dit Alice, je crois, ce matin, mais j'essaye de puiser comme ça, de manière un peu picorante, si je puis dire, sur la formation. C'est un enjeu majeur. Formation initiale des médecins, formation initiale des profs des écoles, profs des lycées, collèges, etc.
Pareil, formation continue. Bon, il y a une dualité entre les deux institutions. Je le rappelle, la formation continue est obligatoire plutôt du côté de la santé, en particulier des médecins. Elle ne l'est pas, je le rappelle, du côté de l'éducation nationale. Enfin, Sébastien le sait bien. Bon. Mais sur l'enjeu de la formation, vous voyez bien que ce qui est souhaité par les uns et les autres, au-delà d'une forme d'identification de bonnes pratiques. Je prends un exemple que je connais mieux que les autres. Quand on parle d'enseignement explicite, ça ne veut pas dire qu'on touche à la liberté pédagogique des enseignants. On dit simplement qu'il y a des bonnes pratiques qui sont plus efficientes que d'autres. Il serait d'ailleurs intéressant que ces pratiques puissent être généralisées, comme le suggère d'ailleurs une dernière note du Conseil scientifique de l'éducation nationale, et comme nous avons essayé, nous, modestement, au sein du comité scientifique, de l'écrire en disant effectivement que ça fait partie effectivement de ces bonnes pratiques. Donc formation. Je rappelle que sur la formation initiale des enseignants, pour l'instant, au niveau des INSPE, et pardon Alice, au niveau des INSPE, il y a 25 heures obligatoires. Je n'ignore pas ce que représente la formation des enseignants pour moi-même avoir intervenu à plusieurs reprises. Ce n'est pas avec 25 heures, effectivement. Le problème, il est à la fois quantitatif, parce que ça touche tous les élèves à besoins particuliers et les élèves en situation de handicap. Mais c'est aussi le problème qualitatif. Qu'est-ce qu'on fait dedans ? Quel est le message qui est véhiculé en formation initiale ? La formation initiale conditionne la vitalité professionnelle qui est la nôtre à chaque fois, nous le savons bien. J'ajoute un deuxième élément qui a été exprimé, je crois, au-delà des aspects de contenu de formation initiale et continue, de part et d'autre, c'est-à-dire médecins et puis éducation nationale. Je rappelle que sur les médecins, je me permets d'ailleurs de souligner qu'il y a dans la salle l'Association nationale des neuropsychiatres de ville. Pourquoi je le signale ? Pour une raison simple, c'est que la contribution que nous avons faite sur la formation des médecins concernait prioritairement les médecins de ville. Prioritairement les médecins de ville, je le rappelle. Bon. Neuropédiatre. Dernier élément sur la formation, pour terminer sur ce deuxième point. Il est clair que, puisqu'on souhaite de la pluridisciplinarité, et en gros, je vais y revenir d'ailleurs tout à l'heure, en partie aussi des recherches participatives et collaboratives, encore faut-il qu'il y ait des espaces qui s'appellent des espaces de formation où les collègues du médico-social et de la santé et les collègues enseignants travaillent et soient formés ensemble. L'évolution vers laquelle nous devons aller, et c'est vraiment, je pense, une évolution, j'allais presque dire, absolument nécessaire. Le partage de pratiques doit aussi se faire par le biais de la formation, qui est un élément inducteur et qui va faire en sorte qu'au quotidien, sur le territoire, localement, les choses se passent. Premier élément, donc. La formation. Deuxième élément que j'ai retenu, avec la subjectivité qui est la mienne, naturellement, sur l'aspect de méthode. Sur l'aspect de méthode, il y a 2 points qui apparaissent assez significatifs là, depuis ce matin. Alors évidemment, ce qui a été présenté sur l'idée de recherche participative. Sur l'idée de recherche participative, ça veut dire, alors je m'adresse aussi encore une fois aux parents, est-ce que vous avez bien entendu l'un des messages donnés par cette collègue-là du CNRS qui parle d'experts d'usage ? Experts d'usage. Ça veut dire que les familles au quotidien sont d'une certaine manière dépositaires d'une expertise qui peut naturellement contribuer au développement de telle ou telle recherche. J'ajoute un autre élément sur la partie méthode. S'il y a eu donc une mise en évidence de cette recherche participative, il y a un autre point qui m'a interpellé dans toutes les contributions, c'est un certain nombre de marqueurs. Vous avez vu qu'à plusieurs reprises, et là je fais état de la nature du sujet, le sujet. Sur le sujet, il y a un trou dans la raquette, ça a été dit à plusieurs reprises, mais ça on le sait malheureusement depuis de nombreuses années. C'est que du côté des adolescents et des adultes, du côté du sujet, en termes d'études longitudinales ou de trajectoire dynamique, pour reprendre l'expression de Domitil, on a là objectivement des sujets au sens clinique du terme, expérimental du terme, sur lesquels on n'a sans doute pas assez de travaux. Il y a 2 autres facteurs en termes de sujets sur lesquels je veux attirer votre attention. C'est naturellement le facteur origine sociale. Vous avez bien vu l'incidence directe qu'il y a entre origine sociale. Personnellement, j'en ajoute un qui a été esquissé à un moment donné. C'est le problème du genre.
Le problème du genre. Comment se fait-il que, globalement, il y a plutôt une prévalence garçon? C'est un sujet, ça. D'accord? Alors, quand je dis ça, je reprends ma casquette de l'éduc 30 secondes. Dans un certain nombre de travaux, je vais prendre les mathématiques. Je vais vous donner un exemple mathématique très simple, que vous connaissez. Vous savez qu'il y a des évaluations nationales, hein, maintenant, qui sont pratiquement de la grande... Enfin, oui, pratiquement du CP jusqu'au bac. Pratiquement. Bon. L'une des évaluations nationales, c'est celle de CP en français en maths. Eh bien, mois de septembre, pas de différence significative garçon-fille. Mois de septembre de CP, donc les petits bambins, là, ils ont 6 ans. Hein. Bon. 6 mois après, donc je suis en janvier-février, il y a déjà un écart au bénéfice de qui? Des garçons. Et cet écart ne cesse de s'accroître. Donc pourquoi je prends cet exemple? C'est un exemple parmi d'autres, mais qui est documenté. Enfin, Franck le sait bien, Sébastien le sait bien, etc. Il y a une publication récente qui est sortie de l'ADEPE d'ailleurs. Donc pourquoi je fais allusion à cette recherche? Parce que, évidemment, nous avons raison en termes de sujet, hein, de considérer que c'est presque des sujets clones, comme s'ils étaient externalisés, en tout cas extérieurs à l'environnement. Or, incidence du genre, incidence des situations sociales, j'ajoute un dernier point, j'attire votre attention là-dessus, l'incidence territoire. L'incidence territoire. La corrélation qui existe entre le genre, CSP, catégorie socio-professionnelle, et territoire est très importante. Lorsque l'on a l'ambition de traiter également, pour ne pas dire équitablement, tous les élèves, ces 3 éléments de facteurs méritent du coup dans vos propres recherches, mes amis, d'être un élément, si je puis dire, d'analyse. Voilà pour le deuxième volet sur le volet méthode. Troisième volet sur le volet contenu. Alors je vais faire 4 remarques sur le volet contenu. La première remarque, oui, 4. Non, j'ai pris mes notes là, donc je sais que c'est 4. Parce que d'habitude, je ne prends pas de notes. Bon, 4 remarques. La première, vous avez vu souvent, à travers les recherches présentées, la problématique parentale. La problématique parentale. Alors certes, vous l'avez vu à travers les recherches participatives, mais là, ce qu'on a essayé aussi de montrer à travers 2-3 expériences aujourd'hui, c'est la guidance parentale. En quoi les parents peuvent-ils être sujets et objets de l'étude? C'est-à-dire, nos enfants, alors c'est normal, hein, on se polarise, là, sur la partie soins médicaux. On se polarise sur la partie école, pas de problème. Sauf que il y a un autre moment de vie pour le jeune. Tout ce qui a été dit sur les activités du quotidien, est-ce que en termes de recherche, hein, j'insiste, hein, est-ce qu'il peut y avoir donc des recherches qui puissent davantage explorer l'activité du quotidien, la guidance parentale comme étant constitutive de la résolution du problème? Deuxième point, alors je vais intégrer déjà des choses de demain, mais vous comprendrez pourquoi. Vous avez vu que à plusieurs reprises, dès ce matin d'ailleurs, dès la présentation des troubles du langage oral, certains ont dit, je crois que c'est la première intervenante, a dit, bon, on ne sait pas grand-chose. C'est comme si en matière de troubles 10, pardon, ce que je vais dire, vous me connaissez, donc vous me pardonnez d'avance. Historiquement, on a considéré les troubles 10, je dis la formule consacrée et la verbalisation de cette formule, on a plutôt hypertrophié sur la dyslexie, d'accord ? C'est historique ça. En plus, c'est très franco-français, mais c'est historique avec des ramifications anglo-saxonnes. Ce qui veut bien dire que du coup, dans les trous dans la raquette, pour prendre un jargon un peu trivial, on voit bien, et c'est la raison pour laquelle, mes amis, nous avons souhaité au sein du comité scientifique de présenter l'ensemble des troubles, plus les fonctions transversales associées. Évidemment, ça fait un colloque qui est dense, ça fait un colloque qui est riche, indiscutablement, qui est ramassé objectivement dans le temps, mais au moins, nous souhaitions montrer qu'en dehors, entre guillemets, des troubles du développement de la langue écrite, nous avions des recherches en cognition mathématique, nous avions des recherches au niveau du langage oral, nous avions des recherches, effectivement, au niveau de la coordination motrice. Quand je dis cela,
c'est qu'il y a d'une certaine manière, sans doute, à explorer de manière plus équilibrée et peut-être plus conséquente, hein, différents horizons au niveau de l'ensemble des troubles. Troisième remarque. Non, mais je voulais savoir si vous suiviez encore. Voilà. Troisième remarque. Ça a été dit, y compris Arnaud. Là, je m'inspire de ce que dit Arnaud, là, tout de suite. En matière de contenu, je vais le dire avec mes mots, l'évaluation de bonnes pratiques, hein, qui ne se réduit pas à des tests. Mais la bonne pratique veut dire qu'à la fois, il y a une fiabilité des tests, mais il y a surtout une fiabilité de démarche. Dans ce domaine, nous aurions avantage, et je le dis aussi devant Nathalie, et je le dis aussi pour les collègues de la délégation interministérielle et du ministère du SUP et de l'Éduc, il est essentiel qu'au niveau de la HAS, nous fassions des recommandations de bonnes pratiques. Hein. En l'état d'aujourd'hui, il n'y a pas les 10 au sens global du terme. Bon. Donc, il est évident qu'il faut que là-dessus, on s'investisse, si je peux dire, qu'on y aille. On ne peut pas laisser de côté, 8 à 9% de génération par classe d'âge. Ce matin a été dit à juste titre, hein, ça veut dire que quel que soit le trouble, vous avez 2 ou 3 gamins par classe de 25 élèves. C'est pas rien, ça. Bon, donc ça signifie effectivement que dans cette approche des bonnes pratiques au sens trouver les éléments, les ingrédients, les recommandations qui font que l'ensemble des praticiens sont en capacité d'eux et d'accompagner mieux encore. Enfin, 4e point. Vous voyez que j'arrive, hein. Je ne peux pas ne pas parler de l'éducation, ça serait malvenu de ma part. Et en particulier sur l'éducation, ça a été dit à 2 ou 3 reprises, et je salue celles et ceux qui l'ont évoqué. C'est le problème de l'accessibilité universelle des savoirs. Mesdames et messieurs, depuis la loi de 2005, en France en particulier, on a eu une traduction de la loi qui a surtout été liée à la compensation. Et dans cette compensation, on l'a même traduite en matière d'accompagnement humain, sous-entendu AESH. Je vais vous faire une confidence, mais vraiment parce que on est entre nous. En 2003, j'avais été sollicité sur cette circulaire. À l'époque, bref, le rapport était fini depuis quelque temps. J'avais été sollicité, j'avais dit certainement pas, n'y allez pas. Alors évidemment, vous comprenez les réactions qu'il puisse y avoir. Pourquoi je dis ça ? Parce que ne réduisons pas la compensation à de la ressource humaine, au-delà des compétences des uns et des autres et de la difficulté que ça est, au risque de considérer alors que la réponse de premier niveau ne se fait pas dans la classe. Au risque de considérer alors que nous n'avons pas à travailler avec nos collègues enseignants compétents. Ils le sont tous. Il faut leur faire confiance. Et faire en sorte que, comme on l'a dit à plusieurs reprises, qui enseignement explicite, qui démarche d'évaluation, qui différenciation, réponse de premier niveau dans la classe, réponse de deuxième niveau avec groupe ciblé sur tâches particulières dans la classe, troisième niveau, on a de l'aide spécialisée. Et naturellement, Sébastien, tu as entendu de manière assez ferme qu'il était essentiel qu'une circulaire sorte pour qu'on déverrouille, il faut déverrouiller le fait que des personnels spécialisés, quels qu'ils soient, et je m'adresse ici aussi aux orthophonistes, venez dans la classe des gamins. Je m'adresse aux ergothérapeutes, venez dans la classe des gamins, etc., etc. Ça doit se passer là, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'approche clinique individuelle. Hein. Vous comprenez bien, je n'oppose pas les pratiques. Je dis simplement qu'il faut aussi analyser l'environnement, accessibilité des savoirs. Ça veut dire j'analyse l'environnement et comment j'aide. J'ai fait mes 4 points sur cette partie contenu. Je conclus donc. Je conclus sur le mot démocratie. Pourquoi je conclus là-dessus ? D'abord parce que on appelle tous de nos vœux, d'ailleurs la ministre l'a fort bien dit ce matin, on appelle tous de nos vœux une société qui soit plus juste, plus équitable,
Et par conséquent, toutes les personnes à besoins particuliers ou en situation de handicap doivent être également traitées en termes de droits et de droits réalisés. Il n'y a pas de démocratie sans une capacité collective à pouvoir intégrer et accompagner l'ensemble des personnes en situation de handicap. C'est un référent, cela. C'est un référent politique. Une société qui n'est pas en capacité d'apporter les réponses édifiantes, alors elle n'est pas à ce point démocratique. Et pourquoi je vous dis ça? Il se trouve que la semaine dernière, j'avais des étudiants de Sciences Po Lille où je les faisais travailler sur le management des politiques publiques et sur un index de démocratie, qui est un index qu'on a sur The Economist, enfin bref, je passe les détails. Cet index-là, récemment, utilise comme critère les mesures qui sont prises face aux personnes en situation de handicap. C'est intéressant, hein? Et du coup, on voit quoi? Eh bien que globalement dans le monde, nous régressons. Ce facteur-là fait que nous régressons parce qu'on ne trouve pas encore suffisamment les réponses adaptées. J'insiste, mes amis, sur le fait qu'il faut que dans nos esprits, nous puissions lier tout le travail de recherche que vous faites, tout le travail clinicien que vous faites, tout le travail pédagogique que vous faites dans votre classe. Vous répondez, évidemment, avec honneur à votre métier, mais ce n'est pas simplement l'honneur du métier qu'il y a derrière. C'est de la manière dont on fait société. C'est de la manière dont on crée cohésion. Bref, c'est de la manière dont on fait une nation. À un moment où certains considèrent que faire de la recherche, c'est superflu. Alors qu'au même titre que l'accueil, l'accompagnement des personnes en situation de handicap participe de la démocratie, la recherche est un pilier fondamental de la démocratie. Il nous appartient à tous et à toutes de pouvoir l'aider, de pouvoir la soutenir. C'est aussi un enjeu de cohésion sociale. C'est aussi un enjeu de travailler ensemble. Merci pour votre écoute.